Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, Kira, cette semaine ? Salut Sid, bah écoute, moi ça va bien. Donc j'ai passé une semaine quand même compliquée parce que j'ai failli mourir à cause des allergies. Je t'avoue, j'ai cru que le pollen voulait me tuer cette année et que la planète avait décidé de m'en vouloir personnellement. Tu as survécu. Ouais, j'ai survécu, c'était très compliqué, mais je suis une vraie pharmacie ambulante. Je pense que si je me fais arrêter, je dois être dopé dans tous les sens et là ça va être compliqué. Sinon à part ça, ça va. Cette semaine, bah j'ai pas fait grand chose. J'ai continué Crimson Desert. Toujours, c'est mon petit jeu fil rouge de l'année, je pense, hein, barré comme ça. Des 10 ans qui arrivent. Voilà, je me suis remis sur Disco Elysium, parce que j'avais envie de le refaire d'une façon différente, et cette fois je le fais en étant un gros bourrin. Donc c'est marrant, ça change, parce que ça crée des situations beaucoup plus cocasses, et je trouve que le jeu est beaucoup plus drôle de le jouer de cette manière, donc c'est plutôt sympa. J'ai regardé une mini-série, donc que je parlerai au sommaire tout à l'heure, car ça sera ma chronique hors sujet de la semaine. Et sinon, à part ça, bah moi j'ai fait rien d'autre. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Est-ce que tu as été plus productif que moi ? Très productif, Kira. J'ai été très productif. Tu sais que j'ai un projet que j'ai un petit peu teasé qui arrive à sa fin, donc j'ai récupéré du temps. D'accord. Du temps de jeu que j'ai mis enfin à profit. Et du coup, ça dépote. J'ai platiné Symphony of the Night. Pareil, on en parlera peut-être un petit peu au sommaire tout à l'heure. J'ai commencé Arx Fatalis, qui est un jeu sur PC. Donc, je suis vraiment dans le rétro gaming en ce moment, qui va constituer mon fil rouge après notre fil rouge de Castlevania une fois qu'on l'aura fini. D'accord. J'ai enchaîné sur Severance Blade of Darkness, là aussi un jeu des années 2000. Un jeu 3D très sanglant, de dark fantasy, très exigeant. On dit que c'est un des tout premiers Souls, alors que dans les faits, il y a quand même une petite nuance à apporter. Mais un jeu très très cool à l'ancienne, hein, c'est vraiment très rétro. Sur le téléphone, je joue à Reigns, qui sera ma prochaine chronique dans 2 semaines. J'ai aussi fait un petit peu de Age of Wonders, qui est un de mes 4X préférés. Je sais que tu aimes aussi énormément les 4X. J'ai bien envie de faire le Dune. J'espère qu'il va sortir sur console. Ça va être ta cam, ça c'est certain. Et on adore tous les deux Dune en plus, donc ce serait très cool en effet qu'ils sortent sur console. Et enfin, Pokémon pour 2 chroniques à venir qui arriveront plutôt avant l'été, avant notre coupure de l'été, je pense. Parce que Pocopia, ça prend du temps, et parce que Verfeuille, je le ferai sous l'angle des mangas que je suis en train de lire aussi en parallèle. Donc voilà, Kira. Donc, ai-je été productif ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, toi, pour le coup, t'as été très, très productif. Ouais, j'avais des jours de congé et tout. Donc ça voilà, moi j'étais à fond dans le taf, du coup, j'ai pas énormément joué, mais au moins t'as rattrapé le truc. Chacun son tour, exactement. Et on a préparé évidemment une émission, Kira, sinon on serait pas là à parler. Donc je te laisse décocher le sommaire et dire à nos auditeurs aussi comment soutenir la taverne du gamer. Alors, au niveau du sommaire, on va parler de la saga Metro, qui est une trilogie qui est sortie il y a quelques temps, que j'aime beaucoup. Donc, c'était l'occasion, il y a un peu de news là-dessus. Rien à voir avec la RATP. Hein. Rien à voir avec la RATP, ça j'aime beaucoup moins. Je t'avoue, on va parler d'autre chose. On va parler de Bloodborne, l'animé. Donc, c'est toi qui vas nous faire une petite newsette là-dessus. Oui. Ensuite, on va faire un petit point Crimson Desert. Car c'est quand même beaucoup d'actualité pour le coup. Ton test de la semaine, c'est Castlevania Requiem, un test rétro gaming. Oui. Ça faisait longtemps quand même. Oui, tout à fait. Et au niveau du sujet hors sujet, on va parler de la mini-série Malcolm, Rien n'a changé, car il y a quelques petites choses à dire dessus. Parce que rien n'a changé ou parce que ça a changé du coup ? Ça a forcément changé. Hein. Les temps changent. Évidemment. En bien, je sais pas, mais les temps changent. Et comment faire plaisir à la taverne ? N'oubliez pas, vous pouvez nous noter 5 étoiles sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à partager les épisodes, à faire des likes, ça fonctionne beaucoup pour le référencement. Vous pouvez également aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et également vous avez le formulaire du site web pour qu'on puisse vous citer pendant l'émission directement. Là, avec le formulaire, vous êtes sûr, on vous cite. Et oui. C'est l'avantage. Donc 10 sur 10, Kira, tu n'as rien oublié, même le sommaire, bravo. Nous sommes très fiers de toi, Kira. Voilà, même si j'ai un œil en moins, ça marche. Et sur ce, monsieur Capitaine Crochet, on attaque et générique. C'est parti.
un petit peu de la saga Metro, qui est une saga de post-apo que j'aime beaucoup, qui est sortie déjà il y a fort longtemps, avec le premier Metro 2033, qui a été suivi par Metro Last Light et Metro Exodus. Et là, ils ont officialisé un 4e jeu, donc Metro 2039, qui sera présenté du coup après notre enregistrement. Oui. Donc on enregistre le mercredi, c'est présenté le lendemain. Je voulais en parler malgré tout, car ça fait 7 ans que j'attends ce jeu, et j'ai vraiment une très très grosse hype. Ok. Dimitri Glukovski, c'est l'auteur des romans et co-scénariste du jeu. Il a récemment déclaré que ce nouvel opus sera plus sombre que les 3 autres jeux qu'on a vus auparavant. C'est une direction assumée qui s'inscrit aussi dans l'évolution de la série, déjà. Mais pourquoi le jeu sera-t-il plus sombre que les autres ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de lampe torche. Alors, non, c'est pas ça. Non, en fait, c'est tout simplement parce que depuis plusieurs années, le projet est fortement marqué par le contexte réel de la guerre en Ukraine. Donc, les développeurs de 4A Game, 4 Game, je sais pas si ça se dit comme ça, sont directement touchés, et ils vont puiser dans leur vécu, en fait, dans cette sensation de peur permanente, pour proposer une histoire plus dure et plus engagée, et surtout profondément humaine. Donc, résultat, on peut s'attendre quand même à une narration qui soit plus dense, avec des thèmes encore plus politiques et émotionnels que les précédents jeux, sachant que le premier était déjà très très politique. Et donc la présentation officielle aura lieu le 16 avril, donc quand vous écoutez ce podcast, vous aurez déjà vu cette première présentation, et ça sera un événement Xbox, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Ils n'ont pas de jeu, mais ils présentent des trucs quand même de temps en temps. Ouais, c'est plutôt sympa. Après, faut voir c'est cool, faut voir le reste de la conférence, parce que on espère qu'ils vont présenter un petit peu d'autres choses, mais en vrai, voilà, on ne sait pas trop. Vous saurez, parce que c'est vrai qu'exceptionnellement, on enregistre un peu plus tôt dans la semaine. Donc l'actualité, voilà, vous aurez plus d'infos que nous. Mais je suis très content aussi de voir Metro revenir. J'ai fait le premier, le 2033. Je crois qu'il y avait une version remake, remasterisée, qui s'appelle Metro Redux. Redux, tout à fait, sur les deux. En fait, ils avaient adapté le gameplay du second jeu, Last Light, sur le premier, ce qui le rendait quand même beaucoup plus ergonomique. Et moi, c'est les 2 versions que j'ai préférées pour le coup, parce que je les ai fait à la suite. La dernière fois, c'était sur Xbox Series. Et le gameplay est vraiment moins rigide, en tout cas, que l'était à l'époque. C'est cette version-là que j'avais fait, moi, c'est sûr, parce que j'ai vu que le premier était sorti en 2010, et c'est sûr que je ne l'avais pas fait en 2010. Donc, c'est très cool. C'est en effet une licence un peu comme Stalker, qui a aujourd'hui un aura un petit peu particulier avec le contexte. Pour Stalker, que le studio soit en Ukraine, et là, celui-ci avec l'aspect russe, si je puis dire, du lore. Donc ça va être très intéressant. C'est une très belle licence de post-apo, et on est tous les deux très fans du post-apo. Donc je suis très curieux de voir cette présentation. Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine s'il y a quelque chose à dire de plus que ce qu'on aura évoqué. Mais en tout cas, c'est cool de voir Xbox présenter cette licence. Ce qui est cool en plus, c'est que ça, mine de rien, ça change du post-apo traditionnel, parce que là on a quand même l'angle russe, et les romans, je sais pas si tu les avais lus toi. J'avais lu les 2 premiers romans, 2033-2034, qui étaient vraiment très très bien, même si le jeu diffère des romans à partir du 2e jeu. Last Light, c'est plus un scénario inédit, mais ce qui est bien, c'est que ces jeux-là, en fait, ont toujours été suivis par l'auteur original, c'est-à-dire même si ça ne suit pas ses écrits, voilà, lui il est là quand même pour veiller au grain et scénariser en partie les jeux, et donc du coup on a vraiment deux univers connectés, on va dire, mais racontés de manière différente. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est du cross-média, en fait, on peut dire. Écoute, moi, le post-apo dans les métros, je m'y connais avec la ligne 8 du métro parisien pour ceux qui sont de Paris. Mais est-ce qu'il y aura un film métro, à tout hasard? Ce serait très bien. Il y a longtemps, il parlait d'un film ou d'une série télé Métro, mais je crois que c'est tombé aux oubliettes. Peut-être qu'avec la sortie de ce nouveau jeu, parce que mine de rien, il y a eu 7 ans quand même entre le dernier et la présentation de celui-ci. Et en 7 ans, il s'est passé énormément de choses, dont l'explosion des séries télé sur les plateformes. Donc avec un peu de chance, on aura peut-être quelque chose. Surtout qu'en plus, niveau budget, en vrai, vu que les 2 premiers jeux se passent dans les métros, je pense qu'il y a moyen de faire un truc plutôt économique, sans partir dans tous les sens. Après, c'est comme tout. S'ils font un projet comme ça, il faudrait que le projet soit russe et pas américain, vu que ça se passe dans les métros de Moscou. Et je pense qu'avec le contexte actuel, ça peut être mal vu quand même. Bon, il ne reste plus qu'à appeler Monsieur Poutine pour lui demander et essayer de faire passer ça, mais... c'est un fidèle auditeur. Fidèle auditeur de la taverne. On risque de perdre des auditeurs en disant ça, donc... Mais par contre, bien sûr, on rigole. Évidemment.
On rigole des choses graves, mais ça fait du bien de temps en temps aussi de décompresser autour de ces sujets-là. Et justement, si je t'ai posé la question, c'était pour m'offrir une transition vers les sujets de transmédia. Parce qu'à la CinemaCon 2026, donc je ne savais même pas que ça existait cette affaire, nous avons Sony qui a annoncé, pas très en grande pompe, hein, c'est plutôt une annonce assez discrète parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, mais en tout cas on sait que, et ça va nous faire plaisir tout de même, un film d'animation, film pas série, hein, vraiment un film d'animation Bloodborne est prévu. Donc, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs qui ne connaissent pas, Kira, ce qu'est Bloodborne, même si c'est un monument de la dark fantasy, mais si tu peux... Alors, Bloodborne, c'est un Souls-like qui est exclusif à la PlayStation 4, dont beaucoup espèrent un remake, hein, nous les premiers. On n'est pas sur de la dark fantasy sur celui-ci, on est plutôt dans un cadre gothique, très londonien du 19e, avec un côté ésotérique, le côté très loup-garou et tout, qui change aussi pas mal. Et contrairement aux autres Souls, celui-ci mise essentiellement sur la parade et non sur les blocages, ce qui en fait un jeu... assez différent dans son gameplay. Un jeu de roulade. Non, on troll souvent le jeu en disant que c'est un jeu de roulade, mais bon, il y a un petit fond de vrai. Mais Bloodborne est un très très grand jeu. Et on a très peu d'informations autour de ce film d'animation. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il sera classé R, donc destiné à un public adulte. C'est logique et rassurant, parce que Bloodborne, c'est loin d'être édulcoré, hein. C'est très très violent dans le propos. Ça parle de sang déjà. Ouais, il y a vraiment toute une thématique en effet autour du sang, du sacrifice, etc. C'est très glauque, hein. Et donc, ce film d'animation sera classé R. Il y a la PlayStation Production qui est derrière. Il y a Lyrical Animation et une autre personne que je ne connais pas, qui est a priori très connue, c'est Jake Septi-Eyes. Donc je ne le connais pas. A priori, c'est un YouTuber. Je ne sais pas s'il est YouTuber, mais en tout cas, il a un lien très ténu avec YouTube. Et il aurait travaillé sur Five Nights at Freddy's. Je ne sais plus la licence. Okay. Tu vois la licence d'horreur là. Il joue avec les mascottes. Ouais, avec les mascottes, voilà. Donc, je ne suis pas très clair là-dessus, mais c'est parce que je ne le connais pas vraiment. Ça ne me parle pas non plus, tu vois. Et aussi, on oublie que PlayStation, on connaît PlayStation, Sony en tout cas, on connaît Sony pour la partie PlayStation, mais c'est aussi un géant du cinéma. Et là, tu t'y connais mieux que moi, Kira, mais ils ont Columbia Pictures qu'ils ont racheté il y a quelques temps. Il y a Sony Pictures Animation, Sony Pictures Télévision, PlayStation Production, bien sûr. Donc, ils ont tout un écosystème, tout un maillage maintenant dans le cinéma et des adaptations de licences, je crois qu'on n'a pas fini d'en manger, oui, Kira. J'ai fait une petite liste non exhaustive de ce qui approche, mais il y a évidemment la série The Last of Us, il y a God of War, la série télé où il y a eu les premières photos ont un peu piqué. Il y a Horizon, il y a Ghost of Tsushima que j'attends beaucoup d'ailleurs, on n'en entend pas parler. Il y a Helldivers et ça je suis ultra curieux. Toi qui es fan de Starship Troopers, je me dis qu'on Après j'ai vu que c'était Jason Momoa en personnage principal et je t'avoue, j'en ai un peu marre de le voir partout. Ouais, j'avoue qu'on le voit. Jouer la même chose surtout. On le voit partout. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, en ce moment, j'ai envie, c'est quand ils font des nouvelles séries, nous sortir des personnes pas forcément connues ou peut-être des seconds rôles. Comme on a eu sur Fallout par exemple dernièrement, parce que j'aime bien découvrir quand même malgré tout des nouveaux talents. Et en ce moment ils ont tendance à mettre des grosses têtes d'affiche, et le problème de cette tête d'affiche là, c'est qu'ils cannibalisent, je trouve, l'aura du jeu ou de la série derrière, qui n'en a pas forcément besoin. Et c'est un défaut qu'on peut citer dans les productions PlayStation. On pense à Tom Holland qui avait participé à Uncharted. Il y a Daygons, pareil, très curieux. Ultim Down, bon ça on l'a vu, c'était vraiment pas terrible. Bloodborne, du coup, le film d'animation. Et il y a aussi en série d'animation Sekiro, il y a Death Stranding, la série d'animation Death Stranding, le film. Tomb Raider, il y a Metal Gear Solid, le film. J'ai vu surtout le réalisateur, c'est celui qui a fait le dernier Destination Finale. Autant le dernier Destination Finale était sympa, autant je pense que le mec n'a pas les épaules quand même pour faire un film Metal Gear Solid. C'est lourd. Et en plus, Hideo Kojima, évidemment, ne sera pas à la manœuvre puisqu'il est sur ses productions de Death Stranding. Donc voilà, ça va être ce que ça va être. Ça sent le sapin quand même. Et enfin, dernière news dans la news, The Legend of Zelda, et évidemment l'éléphant au milieu de la pièce, mais le film d'animation qui est terminé d'être tourné. Et pas un film d'animation, un film live. Film live, pardon, merci. Et ce qui était assez amusant, c'est que c'est Sony qui a annoncé la fin
du tournage de The Legend of Zelda. Ça sent la coproduction quand même. Bah, c'est parce qu'il y a Columbia en fait derrière, c'est les studios Columbia, donc c'est Sony qui a annoncé la fin du tournage du film Nintendo par excellence qui arrive. Donc voilà, ça c'est le petit twist un peu rigolo de tout ça. Mais en tout cas, toute cette liste évidemment non exhaustive nous fait dire qu'on a... Il y a Warhammer aussi, il y a vraiment plein de trucs là-dessus. Bah, j'attends beaucoup, moi. Street Fighter. Zelda, oui, non, ça, j'attends pas. Ouais, moi, j'attends. Mortal Kombat. Oui, Mortal Kombat, carrément. J'attends beaucoup le Tomb Raider et aussi le Zelda. C'est vraiment les deux productions que j'attends le plus. Pour le reste, je me dis que ça génère du contenu, mais je t'avoue, je suis pas plus emballé que ça. Ils ont annoncé aussi une production Mass Effect pour Prime Video. Et ce qui va être intéressant, c'est que la production Mass Effect, en fait, c'est que ça va être une histoire dans l'univers de Mass Effect avec des nouveaux personnages. Donc, il y aura pas de commandant Shepard, il y aura peut-être pas de Garrus ou de choses comme ça. Et ça, c'est très cool parce que je pense que c'est la meilleure façon pour moi de faire vivre un univers de jeux vidéo, c'est de ne pas adapter stricto sensu le jeu qu'il dépeint. Comme Last of Us. C'est pour ça que j'aime pas Last of Us, hein. Je trouve qu'ils sont complètement croûtés. Quitte à jouer à un jeu, on va dire, quitte à suivre l'histoire de Last of Us, autant jouer, en fait. Plutôt que de regarder une copie un peu Wish sur les bords. Et c'est ce qu'avait fait Fallout, et ça, c'était cool. Et là, j'ai l'impression qu'ils commencent à faire ça. Bloodborne, ça a l'air d'être un peu ça aussi, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Ça va être une histoire dans l'univers de Bloodborne. Et ça, pour le coup, ça me tente et ça me titille davantage. Oui, c'est pas étonnant, parce qu'en plus, l'histoire de Bloodborne est très cryptique, celle du jeu, donc c'est inadaptable dans l'état. On n'a pas cité Silent Hill aussi, qui est sorti, que j'ai pas eu la chance de voir, parce qu'il n'est pas sorti en Blu-ray, mais on en parlera cette année, c'est sûr. Moi, il y a quand même dans la liste Helldivers qui me fait très envie, Ghost of Tsushima aussi, et Daygons, j'adore le jeu et je pense qu'il y a un potentiel de dingue. Donc s'ils nous reprennent les acteurs de la série là de Motard, je l'avais le nom, Sons of Anarchy, ça peut être très cool. Pareil, j'aimerais bien une histoire dans l'univers de Days Gone en parallèle, pourquoi pas voir Deacon St. John peut-être en caméo, mais vraiment me concentrer sur d'autres persos, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Petite newsette pour finir, on va parler de Crimson Desert qui confirme son beau succès, car depuis sa sortie, le jeu a déjà dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus, ce qui est quand même pas mal. Ça témoigne quand même de l'engouement des joueurs. Côté activité aussi, la dynamique est tout aussi forte avec plus de 2 millions de joueurs actifs réguliers et des pics de connexion très solides depuis le lancement. Mais surtout, au-delà des chiffres, c'est moi ce qui m'impressionne vraiment, c'est le suivi du studio. C'est ce qui fait quand même la différence. Pearl Abyss assure un support particulièrement sérieux et actif. Il y a des mises à jour tous les jours quasiment. Pour dire là, on n'a pas eu de mise à jour depuis 24 heures. Je me suis dit mince, est-ce qu'il se passe quelque chose chez Pearl Abyss? Ils sont en congé. C'est étrange. Il y a des correctifs très rapides, bien sûr, du contenu supplémentaire qui rajoute aussi ici et là. C'est quand même un travail qu'il faut saluer. Et là-dessus, en plus, moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont très, très à l'écoute de la communauté pour faire des réglages, en fait. Donc, on sent un petit peu le passif de créateurs de MMO sur le sujet. Et je trouve que c'est ce qui maintient quand même l'intérêt des joueurs, car depuis la sortie du jeu, moi, je vois toujours passer des posts sur les différents réseaux sociaux qui parlent de Crimson Desert, contrairement déjà à Resident Evil 9, qui a déjà été balayé, comme beaucoup de jeux, au fur et à mesure, en fait. Donc, voilà, c'était un petit post quand même pour féliciter le studio et le succès du jeu. Donc à voir ce que ça va donner sur le long terme, bien sûr. Et déjà en attendant, c'est prometteur. Non, c'est un très très beau succès. À leur crédit, franchement, ils ont fait un truc de fou. Surtout quand on voit comment les jeux étaient critiqués avant la sortie, en mode ça marchera jamais, c'est trop gros, c'est un scam. Au final... Non, ça tient la route. Après, ils ont le défaut de leur qualité, si je puis dire. C'est qu'un suivi si important rend très vite obsolète les versions Day One des jeux, et ça on le dit, complètement. C'est pas ciblé Crimson Desert, ce que je veux dire, c'est en règle générale, mais moi je considère souvent que c'est pas aux joueurs de faire les playtests, c'est pas aux joueurs de faire les réglages. Évidemment les studios doivent être attentifs au retour des joueurs, mais en tout cas tout ce qui est équilibrage, tout ce qui est fonctionnalité, tout ce qui est correctif de l'interface, etc., parce que le dernier patch il porte beaucoup de tout ça. En fait, c'est pas aux joueurs, à mon sens, de porter toutes ces choses. Voilà. Acheter un jeu Day One, attendre un an. Le jeu Crimson Desert dans un an, je pense que ça va être un truc impensable par rapport au Crimson Desert qui est sorti Day One. Donc je trouve comme Cyberpunk. Et c'est un très très bon exemple, même s'il est sorti moins cassé Crimson Desert que Cyberpunk. Il n'y a pas photo. Mais je veux dire par là que
les développeurs, quand ils font ça, et encore une fois, bravo à leur suivi, c'est pas ce que je nuance pas ça du tout, et c'est très très bien, ils sont en plus ultra réactifs. Mais par contre, ils ne rendent pas service aux joueurs, ils ne félicitent pas, ils ne remercient pas les joueurs qui ont casqué direct en Day One, qui ont soutenu le jeu, et ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Voilà, pour nuancer, c'est ça que moi je trouve un peu triste quand même dans l'histoire. Là, au niveau du rang des dernières mises à jour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté un mode facile, moyen et difficile. Donc, ce qui permet d'autant plus en fait d'attirer des nouveaux joueurs. Donc ça, c'est quelque chose qui était impensable au début. Ils ont dit la difficulté était comme ça, voilà. Après, ils ont nerfé la difficulté, ce qui l'a rendu un peu trop facile à mon goût. Je t'avoue, j'ai un peu roulé sur certains boss et tout. Et là, maintenant, on a la possibilité de choisir, ce qui permet de mettre son mode de difficulté préféré. Donc vraiment, ça change complètement la donne, et je pense que de plus en plus de gens vont s'y mettre, parce que beaucoup de gens sont réfractaires aux Souls-like, ce que je peux comprendre, même si ça s'en est pas un, mais c'était un jeu exigeant. Et ben maintenant, chacun va pouvoir le jouer comme il le veut, en fait. Et donc ça, c'est quand même le meilleur des deux mondes. Ainsi se conclut la partie actualité cette semaine. Nous allons enchaîner sur... Je retrouve mes petites notes. Donc Castlevania Requiem, donc qui est une compilation. C'est toi qui l'as testé en plus, ça serait dommage. Oui. Non, c'est juste que j'avais pas mes notes sous les yeux, donc je pouvais pas démarrer sans mes notes quand même, parce que voilà, je voulais pas dire des bêtises. Donc Castlevania Requiem qui est sorti en 2018, et c'est pour ça que je regardais, c'est que j'ai absolument pas la mémoire des dates, en octobre. Et donc cette compilation inclut 2 jeux, Rondo of Blood et Symphony of the Night, le très connu. Donc nous allons parler des deux, sachant que cette compile est sortie sur PS4, mais elle est jouable sur PS5. Moi, je l'ai faite sur PS5, et je pense, Kira, qu'elle est sortie à peu près partout. Xbox, Switch, Co. Oui, elle est disponible sur tous les supports, ouais. Et donc, Requiem reprend les versions originales des jeux, donc PC Engine et PS1 pour les 2 jeux respectifs, tout en remplaçant les voix, les scripts, la localisation sur la version popularisée par la PSP. Il y avait eu une version PSP, donc ils ont fait un mélange de tout ça pour nous livrer cette version, qui est la version un petit peu ultime de ces 2 jeux. Donc, on vous propose un petit peu de musique, de l'excellente musique, avant d'attaquer cette chronique. Donc, Rondo of Blood est sorti initialement en 1993. Ceci ne nous rajeunit pas, Kira. Tu m'étonnes. Et Konami souhaitait exploiter la puissance du PC Engine, qui était une console, un PC qui utilisait le CD-ROM. Et on sait à l'époque que le CD-ROM a créé le jeu vidéo moderne, presque, grâce à sa capacité de stockage. Les cinématiques en plus et tout, la musique. Exactement. Et Rondo of Blood, c'est ça, c'est un jeu qui est bourré, attention, bourré pour l'époque, hein. Donc il y en a beaucoup, mais pas tellement à l'heure actuelle. C'est pas Crimson Desert, quoi. Non, voilà. Et donc c'est Toru Agihara, je l'ai peut-être un petit peu écorché, navré si vous nous écoutez, cher Toru. Ça va, les auditeurs sont plus à ça près, ils ont l'habitude. Et en effet, il voulait intégrer, donc tu l'as dit, des cinématiques, une bande-son de qualité CD dans ce Castlevania, donc qui est un Classicvania. Donc on avait expliqué un petit peu, Kira, tu te rappelles, à l'occasion de notre émission un peu rétrospective sur Castlevania, ce qu'est le Classicvania, ce qu'est le Metroidvania. Mais le Classicvania, on est plutôt sur des niveaux qu'on parcourt, on ne peut pas revenir en arrière, on avance, c'est assez linéaire. On avance, ouais. Et la promesse de ce Rondo of Blood, c'était justement de casser cette linéarité. Donc c'était une première preuve de modernité pour le jeu et la licence, casser cette linéarité en ayant des routes secrètes, des routes alternatives. Donc tu as 2 niveaux 3, tu as 2 niveaux 4, 2 niveaux 5 différents que tu peux explorer si tu découvres du coup cette voie alternative qui est un secret à chaque fois. Donc tu vois, ça rajoute déjà dans la formule du Classicvania un petit piment de modernité. D'accord. Le deuxième truc très chouette de Rondo of Blood, et c'est pour ça que moi c'est mon préféré en termes de Classicvania, c'est qu'on peut jouer Maria. Maria Renard, qui est un deuxième personnage jouable et qui est là aussi... Renard, chenapan, sale fripon, rien à voir. Non, rien à voir. Maintenant j'ai le générique en tête, donc je te remercie. Et donc cette Maria, donc chasseuse de vampires, elle aussi, elle aide Richter Belmont dans cet épisode. Elle est le mode facile du jeu, entre guillemets. Et ça, j'apprécie aussi que avec Richter, on a la rigidité un peu noble du Classicvania, tout ce qui fait son sel avec sa précision et sa difficulté, etc. Et on a la version un petit peu cheatée avec Maria qui permet
pas de rouler sur le jeu, mais en tout cas de découvrir le jeu dans une difficulté bien plus accessible. Par exemple, elle a un double saut, son attaque est à distance et elle invoque des petits animaux tout mignons pour tuer les ennemis. Elle envoie du lourd, quoi. Elle envoie du lourd. Et ça, j'aime bien, tu vois, parce que tu as le côté plus punitif old school de Richter et le côté plus moderne, accessible avec Maria. Donc c'était un premier tour de force. Et donc, ce premier Round of Blood fait rentrer Castlevania dans une certaine modernité que Symphony of the Night, deuxième jeu de cette compilation, va concrétiser. Et donc là, c'est 4 ans plus tard, 1997, où on retrouve toujours notre Toru Agihara, qui est un peu le taulier, mais qui inclut cette fois-ci Koji Igarashi, donc qui est Monsieur Castlevania, si on peut dire, Iga, de son petit surnom, qui lui va avoir l'idée fulgurante, qui dira, je te donne dans le mille, d'ajouter une notion d'action RPG à la licence Castlevania pour transformer finalement les Classicvania en Metroidvania, qui sont le mélange de la formule Metroid, donc un jeu non linéaire qu'on va découvrir en sorte de monde ouvert, en récupérant des items à gauche à droite pour déverrouiller des routes, etc. Et ben c'est lui qui a cette idée de révolutionner Castlevania et le faire rentrer dans une nouvelle formule. Deuxième virage de la saga, Hayami Kojima, qui lui est au chara design, à l'image de Symphony of the Night, et il va casser un petit peu le côté baroque shonen d'un Rondo of Blood pour un style, tu as dû le percevoir avec les screens de Symphony of the Night ou les artworks, plus raffiné, plus aristocratique, plus baroque, tu vois, dans l'esprit. C'est moins brut. C'est moins brut parce que vraiment, les premiers Castlevania, c'est les années 80, c'est des gros biceps, c'est Schwarzy qui va casser la tronche des vampires, tu vois. Donc là, on est sur quelque chose de plus raffiné, des personnages plus androgynes, une certaine élégance, un raffinement dans l'esthétique. Et la troisième vraie figure, c'est Michiru Yamane, qui est à la musique, qui pour moi a créé les plus beaux thèmes musicaux de la saga Castlevania. Donc on a rassemblé les plus grands talents pour finalement transformer la saga Castlevania du Classicvania vers le Metroidvania. Oui, faire quelque chose de plus, on va dire, de plus grandiose. Oui, exactement, de plus grandiose, on monte d'un cran en termes d'ambition, et c'est aussi porté, on est sur PlayStation 1 pour Symphony of the Night, encore une fois, par la capacité de stockage, par la console, le CD-ROM, et petit tour de force là aussi, malgré l'arrivée de la PlayStation 1 et sa promesse de la 3D, ce Castlevania Symphony of the Night est resté une production 2D, et je trouve que c'est aussi un beau pari de rester dans l'ADN des Castlevania, tout en refondant complètement le game design et l'idée du jeu, quoi. En termes d'histoire, bon, Kira, ça va assez vite, hein, les histoires dans Castlevania. Oui, généralement, c'est péter Dracula. On va pas se le cacher, exactement. On va péter Dracula. Simplement, il y a un twist. Il y a 2 twists qui sont assez savoureux. Donc, au Rondo of Blood, en effet, on est Richter Belmont, on a notre Vampire Killer et on va dézinguer Dracula parce qu'il a capturé Annette, notre chère et tendre. Rien à voir avec la fille de premier baiser. Rien à voir avec la fille de Cette vanne me rend vieux d'un coup. Elle t'a fait vieillir d'un coup là auprès de nos auditeurs, mon cher Kira. Et donc ce Rondo of Blood, voilà, très classique. On est dans le cycle finalement, la lignée immuable de la famille Belmont qui doit défaire le comte Dracula. Symphony of the Night, le début de Symphony of the Night prend place à la fin de Rondo of Blood où on rejoue le combat final entre Richter et Dracula. Ce qui met en lumière tout de suite que les jeux se suivent dans le même arc narratif. C'est pour ça qu'ils font partie de la même compilation. Et vraiment, j'ai fini Rondo of Blood en battant Dracula. J'ai repris Symphony of the Night, même combat, même pattern de boss, tout pareil. Donc tu le bats. Et là, fondu, voilà, l'écran se change. Et on va jouer Alucard. Alucard qui est le fils de Dracula et qui va rejoindre le château de Dracula pour défaire son père. Et là, on va avoir quelques twists scénaristiques avec justement Richter Belmont qui est sur le trône de Dracula. Enfin voilà, il y a quelques petits twists que je ne vais pas trop spoiler. Mais en tout cas, 2 jeux qui se suivent, 2 jeux qui ont des thématiques très profondes. Donc
l'héritage de notre lignée pour Belmont qui doit, comme tu l'as dit, toujours défaire Dracula. Et pour Alucard, c'est le patricide, c'est pareil, l'héritage, mais tuer son père cette fois-ci pour autre chose, arrêter le cycle, tu vois, infernal de son père qui en veut aux humains, et Alucard se positionne lui en tant que défenseur des humains. Il a un peu rancunier Dracula. Il est un petit peu rancunier par rapport à l'histoire en plus de la mère d'Alucard qui vient se greffer à ce scénario de Symphony of the Night. En tout cas, la notion de cycle est très présente. Et ce que j'aime dans Symphony of the Night, c'est qu'il a un petit peu la métaphore de ses propres thèmes, comme une mise en abîme qui explique que rompre un cycle, pour rompre un cycle, il faut changer la nature profonde de qui nous sommes. Et c'est précisément ce que fait Symphony of the Night vis-à-vis de la saga en elle-même, qui casse complètement les codes et qui se refont. Tu vois, donc de cette histoire de briser un cycle au travers des Belmont et d'Alucard, le jeu fait la même chose vis-à-vis de cette saga. Et c'est ultra brillant. Alors, est-ce que c'est une surinterprétation? Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est voulu, je trouve ça hyper intéressant, quoi. En termes d'analyse, donc Rondo of Blood, repartons sur le premier. Donc on est vraiment, je l'ai dit, Kira, sur ce qui se fait de mieux en termes de Classicvania. Ce qui se fait de mieux avec les défauts aussi que les jeux peuvent avoir. J'ai parlé de la rigidité, tu sais, de Richter. Les jeux sont dans leur jus, quoi. Ouais, c'est vraiment un jeu hyper old school qui est très difficile en jouant Richter, qui est plus facile en jouant Maria, mais qui finalement... le feedback en jeu est hyper percutant, ça fonctionne, l'impact du fouet, etc. Les mécaniques sont huilées. Il y a un système d'attaque spéciale qui utilise toujours les cœurs, que l'on récupère, qui est très bien ficelé. Comme je l'ai dit, c'est cette linéarité qui est cassée par les routes alternatives. Symphony of the Night, lui, c'est le virage Metroidvania, mais il le fait, je trouve, avec encore beaucoup de modernité, parce que dans le jeu, tu vas récupérer des reliques. Et les reliques, elles vont te permettre, tu sais, comme dans un Metroid classique, de déverrouiller des nouvelles sections du château, des nouvelles capacités pour avancer, etc. Mais il fait quelque chose qui est extrêmement bien, que les Metroidvania modernes ont un petit peu oublié, je trouve, c'est que les reliques, elles sont très très nombreuses. Et certaines t'apportent des trucs assez anecdotiques, mais tu t'en sens quand même récompensé. Par exemple, tu récupères une relique, je ne sais plus son nom, mais elle va t'afficher simplement la barre de vie des ennemis. Tu as une autre relique, elle va t'afficher le nom des ennemis quand tu vas les taper. C'est très anodin, ça sert pas à grand chose, mais tu as quand même à chaque fois cette petite récompense liée aux reliques qui fait que tu vas en récupérer énormément pendant le jeu. Donc il y en a certaines, Kira, qui sont ultra essentielles, comme se transformer en chauve-souris pour aller explorer des décors que tu peux pas habituellement, mais tu as aussi, tu vois, des choses un peu plus anecdotiques qui finalement fonctionnent tout aussi bien, ce qui fait que t'es récompensé tout au long de ton aventure. Là où certains Metroidvania modernes capitalisent plus sur des grosses compétences, t'en as 5-6 dans le jeu et c'est fini. Ça peut être un des défauts de Metroid Prime 4, par exemple. Là, celui-ci va te distiller des récompenses tout le temps, avec plus ou moins d'intérêt pour le joueur, mais elles sont bien présentes. Et j'ai aimé ce côté, tu vois, très valorisant du backtracking, du coup, des allers-retours que tu vas faire dans le château. Ouais, carrément, ouais. Et l'autre très grande singularité de Symphony of the Night, je ne sais pas si tu la connais, Kira, mais c'est un tour de force incroyable, c'est que au milieu du jeu, ce que tu penses être la fin du jeu n'est finalement que le milieu, où tu combats un premier boss, tu le tues, le jeu s'arrête. Voilà, fin de l'histoire, tu as la mauvaise fin. Simplement, si tu as bien fouillé le château, que tu as récupéré des lunettes sacrées et l'anneau d'or, l'anneau d'argent d'Alucard, le même boss, tu verras qu'il a une entité magique au-dessus de lui, et tu tues pas le boss, tu tues l'entité magique qui est au-dessus de lui, et tu vas continuer le jeu. Et là, tu vas rentrer dans le château inversé. C'est-à-dire que tu vas parcourir exactement le même château que tu as fait, sauf qu'il est à l'envers. Donc le plafond devient le sol. Et ça, toute la map se réouvre de cette façon-là, avec une difficulté bien plus accrue, ce qui fait que tu t'es littéralement à la moitié du jeu. Donc si tu finis Symphony of the Night avec le premier boss, tu te dis c'est bon, j'ai fini le jeu. En fait, t'as même pas fait la moitié. En fait, pas du tout, quoi. Ouais. Et on connaît les limitations techniques de l'époque, les coûts de développement, etc. Et là, se dire que, tu vois, ils ont pris le château, ils l'ont inversé, et ils t'ont resservi des nouveaux monstres, des nouveaux boss. Là, ça change complètement la donne, quoi.
je trouve que c'est excellent. En termes de direction artistique, en plus, tu joues dans un château inversé, tu vois, c'est bizarre, c'est un peu dérangeant et tout. Et cette structure, elle est hyper maligne. Et tu vas refaire, du coup, toutes les salles que tu as faites, salles secrètes compris, mais inversées. Et je trouve que c'est extrêmement brillant, évidemment. Enfin, avant la conclusion, parce que sinon la chronique va être un petit peu trop longue, l'impact de Symphony of the Night sur le jeu vidéo actuel, déjà sur la saga en elle-même, elle a forgé ce qu'est Castlevania aujourd'hui, encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, presque 30. Oui, parce que maintenant, c'est devenu un exemple pour les autres jeux, en fait. Oui, j'allais citer Hollow Knight, j'allais citer Blasphemous. Le Metroidvania est devenu une institution, un genre à part entière, et on le doit en grande partie à Symphony of the Night, qui a justement insufflé l'héritage de la 3D. C'est un genre qui est resté figé dans la 2D, et ça, c'est pas rien, je trouve, quand même. Et en plus, avec ce concept, que l'on aime ou pas, mais moi que j'adore, qui est le Metroidvania et qui est encore extrêmement présent à l'heure actuelle, plus porté par la scène indé. Il y a un petit effet de mode aussi justement dans la scène indé là-dessus en ce moment, je trouve. Il y a un vrai revival depuis quelques années. Bah ouais, c'est vrai que ça perdure un peu. Il y a Bloomstained par Iga d'ailleurs, je crois, qui est un des papas de Castlevania, qui a développé aussi sa branche Bloomstained. Il y a Castlevania, le prochain, qui va sortir à la fin d'année. Enfin, on est vraiment encore dans quelque chose qui est très, très populaire, très à l'ordre du jour, et qui fonctionne, je trouve, aussi bien. C'est un des genres qui, finalement, depuis Symphony of the Night, a le moins évolué, mais qui pourtant est toujours aussi satisfaisant et, à mon sens, qui fonctionne toujours aussi bien. Oui. Donc, en conclusion, j'ai peut-être oublié des choses, je relis mes notes, mais c'est pas grave. Symphony of the Night, Requiem, en tout cas, la compilation, c'est vivre un vestige un peu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec d'abord la rigidité noble, old school de Richter, comme j'aime l'appeler. Pas Richter, ça c'est son nom, mais la rigidité un peu noble, c'est ma tournure, mais c'est pour dire que c'est cool, quoi. Puis la fluidité presque onirique d'Alucard. C'est une compilation qui, je trouve, n'a pas du tout vieilli, car elle touche à l'essence même de ce qui est un grand jeu. Une vision d'auteur sans concession, un patrimoine vidéoludique et surtout un game design prodigieux. Et au-delà de ça, au-delà des sangs et du monstre, la leçon des deux jeux réside dans leur rapport à l'héritage. Comme je disais, Richter lutte pour honorer son nom, Alucard lutte pour s'en libérer. Et je peux pas m'empêcher, ça c'est moi, mais dans une société actuelle où on est souvent enfermé dans des cases avec des trajectoires prédéfinies, etc., ces jeux nous rappellent que nous avons le choix de notre propre évolution et l'essentiel, c'est de savoir s'appuyer sur son passé, donc Rondo of Blood, pour inventer son propre avenir avec liberté. Et là, c'est Symphony of the Night, et pour trouver la force de briser les cycles. Et je trouve que Castlevania, c'est une de ces très rares licences qui a réussi à faire différemment, mais qui existe encore aujourd'hui. Et bah, tu vois, sans le vouloir, ce que tu viens de citer, c'est un peu une des thématiques de ma chronique d'après, là, tu vois. C'est souvent le cas, c'est un peu flippant d'ailleurs. Ouais. Pourtant, on ne travaille pas ensemble, on fait nos trucs à chaque fois dans notre coin. Mais voilà, en tout cas, je peux que vous recommander cette compile, vous l'avez compris, c'est monument du jeu vidéo, c'est pas cher, c'est cool, c'est long, on en a pour notre argent. Et voilà, Kira, j'ai adoré. Je peux pas dire mieux, je crois. Bah, ça se voit en tout cas, ça donne envie. Puis pour les personnes qui ont envie de se mettre sur Castlevania, en plus les compiles sont souvent en promo. Donc ça peut être intéressant de se lancer à moindre coût, on va dire, et de jouer à un monument et surtout à une partie de l'histoire du jeu vidéo. Ouais, j'avoue que j'ai eu celle-ci en promo, donc voilà, tu as tout dit. Donc tu vas nous parler de Malcolm. Donc moi, j'avoue, je suis très étranger à cette série, à cet univers, donc je vais t'écouter religieusement. Je sais juste que tu aimes énormément la série originelle. Je ne sais pas ce que tu penses de celle-ci, donc ça va être une grande découverte pour moi. Bah, surtout qu'en plus, à l'époque où était diffusé Malcolm, il y avait deux types de familles. Ceux qui regardaient Malcolm d'un côté et ceux qui regardaient Walker Plus belle la vie de l'autre. Non, je croyais que tu allais dire Walker Texas Ranger, et là, je t'aurais dit, elle est belle, celle-ci. Il passait à la même heure, en fait, les deux là. Walker Texas Ranger, ça, c'était le dimanche pendant le frites. D'accord. Et il n'y avait pas Malcolm en même temps. C'est donc, quelle année, Malcolm 2000. Ah là là, oula, ok. Oui, bon, j'étais pas bien vu, oui. Toi, c'est 2000 pour la première saison. Ok. On lance le générique et puis on attaque juste derrière. Allez, c'est parti.
Parler aujourd'hui de la série Malcolm, c'est évoquer bien plus qu'une simple série télévisée. Pour moi, ça correspond davantage à une époque, à une manière de raconter la famille avec un grand F, et surtout une énergie rare dans le paysage audiovisuel du début des années 2000. Diffusée chez nous pour la première fois en 2001 sur la chaîne Série Club, la série a immédiatement marqué par son ton irrévérencieux, son rythme effréné et sa capacité à transformer le chaos familial en véritable œuvre comique. À travers les yeux de Malcolm, l'enfant surdoué du milieu, coincé dans une famille, on peut dire dysfonctionnelle, je découvrais un quotidien où l'intelligence ne protégeait de rien et surtout pas de la folie ambiante. Ce qui faisait la force de la série originale, c'était son équilibre parfait entre absurdité et sincérité. Chaque membre de la famille avait une identité forte, donc on retrouve déjà Loïs, la mère autoritaire mais profondément aimante, même si elle ne le montrait pas. Okay. On a Hal, un père lunaire, un peu immature et imprévisible. Reese, qui était le deuxième frère de la famille, c'est une brute débile mais attachante également. Okay. On a Dewey, le petit dernier, un enfant étrange et assez génial à sa manière. Tout le monde connaît le poupi que je fredonne encore tous les jours 20 ans après. Moi je connais pas. Ah bah tu connais pas le poupi. Je connais pas voilà. Le poupi. Ça je le fais toute la journée. On me l'a encore sorti cette semaine. On fait mais c'est dans Malcolm ça. Oui, c'est dans Malcolm. Donc voilà, on a également Francis, le grand frère, donc c'est un rebelle en quête de sens avec un gros problème avec sa mère, donc il a toujours ce problème-là, ce qui est marrant, 20 ans après. Et on est loin des familles idéalisées de la télévision américaine classique, comme le Prince de Bel-Air, Notre belle famille, ou même Ma famille d'abord, où on avait un côté plus burlesque également dans Ma famille d'abord, mais on avait surtout une famille qui était quand même beaucoup plus, on va dire, aisée financièrement. Malcolm, c'est la série où le papa est pasteur et qu'ils sont 7 à la maison ou pas? Non, ça s'appelle 7 à la maison. je sais. C'était ma petite boutade. Attends, je la préparais depuis un moment. Non, du tout. Ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais vu 7 à la maison. Et je t'avoue que ça ne tente pas des mains. Et donc, c'est ça l'intérêt de la série Malcolm, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde des séries à cette époque, en tout cas, c'était toujours des familles qui étaient aisées financièrement, avec de grosses situations. Et même si on pouvait avoir des tons plus décalés ou quoi que ce soit, on avait toujours ce prisme de la famille américaine qui avait réussi. Cette série, contrairement aux autres, celle-ci vit dans le désordre, le chaos, les dettes, les catastrophes permanentes. Et pourtant, au cœur de ce chaos, il y avait quand même une vérité universelle, c'est l'amour familial qui est imparfait, mais qui reste malgré tout indestructible. Et puis j'y vois un intérêt, c'est de se mettre aussi dans le quotidien, peut-être, des téléspectateurs qui ne sont pas tous aisés et riches comme dans les séries que tu as citées précédemment. Exactement, j'en parlerai tout à l'heure. Ah bah très bien. Et moi, ce que j'aime dans Malcolm, c'est précisément cette authenticité qui explique pourquoi, des années après la fin de la série en 2006, l'idée d'un retour a suscité énormément d'attentes chez moi. Comme ce fut le cas pour la série, enfin la mini-série The Full Monty, que j'avais déjà chroniqué il y a bien longtemps dans un épisode du podcast. La mini-série Malcolm, rien n'a changé, donc c'est son titre, s'inscrit dans cette vibe nostalgique. Sa genèse est intéressante en soi, car longtemps évoquée comme un simple projet de réunion, un peu comme la Friends réunion qu'il y a eu ou la réunion Harry Potter. C'était un film, ça, non? C'était quoi? Non, c'était une émission de télé dans les décors de l'émission où il y avait les acteurs qui donnaient des anecdotes. Un peu en mode talk show, comme ils font à l'américaine. Voilà, un peu ce principe-là, tout à fait. Ou un épisode spécial, mais finalement, ce retour a pris la forme d'une mini-série de 4 épisodes de 30 minutes. C'est un choix qui n'est pas anodin, il traduit une volonté de raconter quelque chose de précis et de concentrer sur la durée. Donc j'en parlerai tout à l'heure, pour moi c'est un de ses principaux défauts, c'est la durée, c'est trop court. Okay. Par contre, dès les premières minutes, le plaisir de retrouver cette famille est bien présent. Il y a une forme de joie immédiate, presque enfantine, de revoir ces personnages. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que le temps a passé, évidemment. Les visages ont changé, les corps ont vieilli, mais la dynamique est restée intacte. Et de voir ce que sont devenus ces personnages depuis la fin de la série est quelque chose d'assez jubilatoire quand même. Et c'est là que la série réussit un pari difficile, car elle ne cherche pas à nier le temps. Elle l'intègre à sa narration, mais elle l'intègre de façon pertinente. Elle montre que ces personnages, ce qu'ils sont devenus, bien sûr, mais surtout, elle ne trahit jamais ce qu'ils étaient. On n'a pas l'impression qu'elle a réécrit les personnages sous un nouveau prisme. En fait, on est vraiment dans la continuité logique de la série originale. Ok, c'est une suite. C'est une suite, mais surtout, c'est une suite faite avec le créateur de la série originale, en fait. Contrairement à Willow, où là, on est une suite tardive, mais avec des nouveaux scénaristes, et du coup, on se retrouve avec un truc
complètement flingué. Et c'est vrai, de ce que tu dis, une mini-série pour aborder tout ça et montrer l'évolution de chaque personnage que tu as suivi pendant X épisodes me paraît, sur le papier, alors que je connais pas la série, un peu chiche, quoi. Ouais, c'est vraiment trop chiche là-dessus, ça c'est dommage. En tout cas, tu vois, je le perçois avec ce que tu dis, simplement. Ouais. Non, et puis 4 fois 30 minutes, ça fait 2 heures, c'est comme si c'était un film en fait. Mais un film avec autant de personnages, c'est un peu difficile. En revanche, ce retour fonctionne parce qu'il ne propose pas uniquement de la nostalgie, et ça c'est important. En fait, c'est une vraie continuité émotionnelle, on retrouve les mêmes tensions, les mêmes cris, les mêmes situations absurdes, mais avec une nouvelle maturité. Les personnages ont évolué, mais leurs défauts persistent avec le temps, et c'est précisément ce mélange entre évolution et stagnation qui donne à la mini-série une tonalité assez particulière. Dans The Full Monty, les personnages avaient tous évolué et changé à un point que je me demandais si certains personnages n'étaient pas différents. Ça arrive, on change avec le temps, hein. Forcément, mon moi de 2026 n'a rien à voir avec mon moi de 2016, par exemple. Bien sûr. Là-dessus, on est d'accord. Je suis d'accord. Mais j'ai quand même certaines marottes qui restent, ça c'est ma personnalité, et qui peuvent s'accentuer avec le temps, mais tu vois, on change pas du tout. Et le caractère aussi un peu. Et le caractère, tout à fait. Et je trouve que cette série arrive, pas dire facilement, mais arrive à jongler de façon pertinente avec cet héritage et sa nouveauté. La thématique de l'échec et de la déception aux yeux des autres est abordée aussi avec justesse. Tu en parlais tout à l'heure, on est mis dans des cases, et à la fin de Malcolm, en fait, dans la série originale, on met Malcolm dans une case. Tu es surdoué, tu viens d'une famille pauvre, du coup tu te dois de devenir un type de personnage dans le futur pour justement aider ces familles pauvres, en fait, si tu veux. Et du coup, c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a, en gros, il avait un destin tout tracé, et on va se retrouver à vivre cette série avec les yeux de Malcolm, qui n'a pas forcément suivi le destin qu'on lui avait tracé, en fait, ce qui est pour lui une grosse source de déception, mais surtout une source de honte auprès des autres. Oui, et puis du coup, j'imagine qu'ils abordent un peu le thème du mépris de classe en fonction des statuts sociaux des gens, et comme tu dis, les cases dans lesquelles on te met qui créent clairement du mépris, voilà, comme je dis, mépris de classe qui est triste, quoi. Bah ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans la première série, mais ce qu'on va pas ressentir dans cette mini-série, parce que 4 épisodes obligent, ils sont allés à l'essentiel. 4, c'est Rikiki. C'est vraiment trop petit, parce que pendant ces 4 épisodes, en fait, ils peuvent développer des trucs, ils ont un boulevard pour développer des trucs, mais ils veulent pas non plus partir dans un truc pas forcément trop pompeux ou quoi que ce soit. Ils ont privilégié le fun, et surtout, il y a une profusion de personnages énorme, et c'est au détriment du fond de certaines thématiques. Donc dommage. certaines thématiques sont, survolées. Elles sont pas expliquées, mais tu sais, c'est assez implicite comme quoi elles sont là. Quand on connaît le passif des personnages, ça fait mouche. Mais pour quelqu'un qui se rappelle plus trop de la série originale, là, ça peut être compliqué de se dire à quel point certains persos soit ont trop changé, soit au contraire ont trop stagné. Mais au final, les thématiques sont toujours là. Elles sont juste abordées de façon trop légère. Après, au-delà de ce simple plaisir des retrouvailles, la série continue à explorer donc ces fameuses thématiques, déjà au cœur de l'œuvre originale. Je le disais tout à l'heure, l'une des plus importantes, c'est la classe moyenne en difficulté. On a la famille de Malcolm, qui n'a jamais été riche, elle ne l'est toujours pas. Les problèmes d'argent et les factures à payer sont les choix impossibles entre nécessité et plaisir. Et donc ça, c'est toujours présent au cœur de la série, même si c'est plus discret, format oblige, je le disais tout à l'heure, et aussi que le paradigme de la famille a changé, tous les enfants ont quitté la maison familiale, ils ont plus qu'un enfant, voire 2, j'ai pas trop encore cerné si l'un d'eux vivait toujours chez eux ou à côté. Donc c'est parce qu'il est toujours chez eux, mais on sait pas s'il vit toujours là, donc c'est assez rigolo. Mais ça n'empêche que cette famille, du coup, forcément, avec moins d'enfants à charge, est peut-être un peu plus aisée financièrement, mais elle reste malgré tout une famille de classe moyenne avec des besoins et de faibles moyens. Et je trouve que dans un contexte contemporain où les classes moyennes sont de plus en plus fragilisées, cette thématique résonne avec encore plus de force. Mais encore une fois, moi je demande pas forcément une série engagée politiquement dans tous les sens ou quoi que ce soit, c'est ce qui faisait la force de la série originale Malcolm, mais avant on avait 7 saisons pour pouvoir comprendre tout ça. Là, 4 épisodes, encore une fois, c'est trop juste. Ouais. La série montre une réalité aussi que beaucoup connaissent, celle de devoir constamment jongler pour s'en sortir, de vivre avec la peur permanente de ne pas y arriver, mais elle le fait avec humour. C'est ce qui permettait à l'époque de ne jamais tomber dans le misérabilisme, et c'est là toute sa force. Celle-ci, il parvient aussi à faire rire de cette situation. On sent que, ils sont en train de préparer un gros anniversaire pour les 40 ans de mariage de Hal et Lois. Et
au détour d'une phrase, on sent que leur budget est limité, mais je trouve que c'est dommage, c'est que c'est pas assez suggéré. Il va y avoir quelques péripéties, comme à un moment, il y a une voiture qui va être cassée. Dans la série originale, la voiture qui est cassée, c'est la fin du monde. Hein. Ils savent qu'ils vont pas pouvoir en racheter une, c'est compliqué. Là, ça a l'air de leur passer un petit peu au-dessus. Et ça, encore une fois, je vais insister à chaque fois, à chaque point, mais le format 4 épisodes n'est pas un bon format. Je vais quand même faire le synopsis parce que j'ai beaucoup parlé de la première série. La mini-série s'articule autour du retour de Malcolm dans le giron familial. Il est devenu adulte. Il a passé son temps à éviter sa famille. Il habite suffisamment loin de tout le monde pour éviter qu'il déboule chez lui à l'improviste. Il a créé un système de mail automatique où il envoie des mails genre pour prendre des informations, des trucs et tout. Ça, c'est comme un peu quoi drôle. il s'intéresse, mais ça c'est très drôle parce qu'il arrête pas de jongler et faire croire des choses juste pour les éviter en fait. Donc ça c'est assez rigolo. Et en fait comme il a passé son temps à les éviter, il aura même caché l'existence de sa propre fille, donc une fille de 16 ans. Ah, il a eu un enfant, d'accord. Voilà, il a eu un enfant, une fille de 16 ans, jusqu'au moment où il est confronté à ses propres contradictions et surtout tout ce qu'il a créé pour éviter que sa fille se retrouve dans la même famille que lui quand il était enfant. En fait, le gamin, il a un trauma sur sa jeunesse, et donc il a décidé d'élever sa fille totalement à l'opposé. En fait, tu vois, il a choisi un autre extrême pour élever son enfant, et surtout, il est confronté à ses propres contradictions. Il était censé réussir grâce à son intelligence, et il se retrouve forcément face à une réalité plus complexe. C'est peut-être à cause de ça qu'il veut aussi éviter sa famille, et du coup ça laisse aussi une sorte de, comment dire, tu vois, une sorte de pas de thématique, mais tu vois, en fait, ça souligne quelque chose, c'est vraiment sur le regard des autres. Il y a des gens qui sont très attachés au regard des autres. Moi, perso, c'est pas mon cas, je m'en fous. Mais il y a des gens qui sont très attachés au regard des autres. Et cette série m'a quand même fait comprendre que, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui est quand même assez peinant, si tu vois ce que je veux dire. Sous le regard de ses parents, qui peuvent estimer que s'ils avaient des grandes attentes pour cet enfant très intelligent et qui répond pas à ses attentes, en effet, il peut y avoir ce complexe de décevoir ses parents. Enfin voilà, j'imagine. Surtout, Malcolm, à la base, c'est un enfant qui avait un certain ego. C'est un enfant qui est assez colérique. Et donc, on retrouve la même chose, bon, plus, parce que forcément, il a 40 balais passés, et puis avec le temps, on devient moins patient. Donc, ce qui est quand même assez rigolo. Et je trouve que son retour à la maison agit un peu comme un miroir. Il retrouve une famille qui n'a pas forcément changé. Il doit faire face, lui, à ses propres, enfin, du moins, à ce qu'il croit être des échecs. Et du coup, il doit donner le change, en fait, pour montrer qu'il est différent, ce qui crée des crises de colère, et ce qui est assez rigolo au passage. Et je trouve que chaque épisode développe cette idée sous différents angles. On y voit les tensions entre les générations, les regrets, les espoirs déçus, le burlesque qui vient souligner tout ça. Chacun a ses petites déceptions, mais au final, il s'aperçoit qu'ils sont tous à leur place, là où ils devaient être, en fait, et qu'au final, il faut se contenter de ce qu'on a, que tout n'est pas, tu vois, forcément grandiose. Et je trouve que la série joue habilement avec les attentes et se renouvelle sans cesse. Un autre aspect qui mérite d'être souligné aussi, c'est la réalisation. Comme beaucoup de productions actuelles, cette mini-série adopte une esthétique numérique très propre, presque un peu trop. Là où la série originale possédait une image plus brute, plus vivante, avec des couleurs qui pètent et des textures assez organiques, on sentait que c'était crade dans la maison de Loïs et de Hal. Et je trouve que cette nouvelle version semble un peu trop propre, tu vois, un peu comme les productions Netflix actuelles. Et surtout, ce que je perçois, c'est que tu peux perdre ce côté un peu sincère et authentique de la première série, parce que à t'écouter, c'est ça que je ressens, et c'était une de mes premières remarques d'ailleurs, où c'est peut-être le quotidien des gens qui regardent, en adoptant un style graphique trop épuré, trop propre, tu casses, je trouve, un authentisme que ce genre de séries du quotidien doivent porter. C'est ça, en fait, la photographie, elle manque de chaleur. Les teintes, en fait, sont trop grisâtres, c'est très uniforme, et je trouve que c'est un contraste qui est quand même très très frappant de la série originale. Bon, après, tu peux te dire, la plupart des enfants ont quitté la maison, la source de propre. Bordel, c'était les enfants, donc c'est plus propre, mais par moments, j'avais un peu l'impression que c'était une maison témoin. Tu vois, quand le générique commence, alors il n'y a pas vraiment de générique, mais pour montrer, t'avais le salon qui est filmé en 4/3 avec les caméras d'époque, et d'un coup, la caméra s'agrandit, en fait, et on voit le nouveau salon d'Al et Loïs, en fait, donc certains meubles ont changé et tout, mais la disposition reste la même, mais d'un coup il y a un côté un peu plus factice, et ça c'est dommage parce que ce manque de chaleur en fait donne ce côté maison témoin. Et puis ça met de la distance souvent entre le téléspectateur et ce qu'il regarde du coup. C'est ça. Je trouve que ça a un impact réel sur ma perception en tout cas de l'univers.
vraiment ce côté symbole de chaos permanent et cette sensation de vie débordante a un côté un petit peu plus moribonde. Mais après, c'est aussi voulu avec le traitement de Hal, qui lui, comme ses enfants sont partis, c'est pas qu'il se sent seul, mais il a plus personne sur qui veiller, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, il a un peu l'impression d'être en décalage. Donc, c'est peut-être fait exprès. Il faudrait que je regarde peut-être une deuxième fois, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. On perd cette impression de quotidien, tu vois. Après, ça ruine pas l'expérience, hein, loin de là. Ça a créé une forme de, on va dire, c'est une forme d'aseptisation en fait qui est propre à toutes les séries modernes où la maîtrise technique prend parfois le pas sur la spontanéité. Et là, je l'ai un peu ressenti également. Avant, la série Malcolm était filmée à une seule caméra tout le temps. Donc c'est-à-dire, il y avait qu'une seule caméra et c'était des cuts, des champs contre champs et des plans séquences qui faisaient qu'on avait cette impression d'être avec eux. Là, la série est filmée en multicaméra, en fait, comme toutes les séries actuelles, et du coup, on a plus l'impression d'être un spectateur que de participer à l'action. Après, moi, ce que je vais souligner quand même, c'est la fidélité à l'esprit original. Hein. L'humour est toujours là, c'est rapide, c'est absurde, c'est souvent brillant. Les dialogues sont percutants, les situations sont assez inventives. La mise en scène aussi conserve cette énergie qui est quand même très très caractéristique et qui faisait le charme de la série. Les acteurs aussi, quant à eux, reprennent leur rôle facilement. Bon, certains sont devenus très secondaires, encore une fois, 4 épisodes de 30 minutes. Mais il y a quand même cette alchimie qui est intacte. C'est presque miraculeux, car je trouve que c'est assez rare. Quand les castings de séries se rejoignent après tant d'années, souvent tu sens que c'était vraiment des collègues. Quoi. Ouais. Là, c'est pas le cas. Et c'est vrai, quand j'ai un petit peu gratté dans la série, je me suis aperçu que les acteurs ont toujours été en contact autant de temps après. C'est marrant, c'est qu'ils appellent Hal papa. Entre eux, ils s'appellent comme ça, donc ce qui est assez drôle. Et surtout, Bryan Cranston, l'acteur qui joue Hal, il est le parrain de tous les enfants de tous les enfants. Excellent. Donc en fait, il y a vraiment ce côté famille, côté grosse réunion, et on sent quand même qu'ils étaient contents d'être là. L'autre point fort aussi, je trouve que la capacité de la famille à évoluer sans la renier, elle aborde en fait de nombreux personnages adultes sous un nouvel angle. Malcolm en particulier, qui est traité de manière intéressante avec son rapport avec sa fille, qui l'élève dans un cocon, tu sais, sans justement lui éviter tous les problèmes qu'elle pourrait avoir. Du coup, ça lui crée d'autres névroses que les siennes, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que sa fille, à son tour, brise le 4e mur. C'est-à-dire, elle va parler également à la caméra, comme lui le fait souvent. Et je trouve que ça donne une énergie nouvelle. Donc, c'est 2 éducations totalement différentes, mais au final, qui mènent au même résultat, c'est-à-dire des enfants qui ont des problèmes, quoi. Après, tout n'est pas parfait, je l'ai dit tout à l'heure, le format de 4 épisodes est pour moi la plus grosse faiblesse. D'un côté, ça permet une narration dense, ça évite les longueurs inutiles. De l'autre, ça rush trop vite, et je trouve que c'est difficile pour les nouveaux persos d'être réellement marquants, voire même des persos qu'on connaît. Je pense à Francis, je pense à Jamie, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui était l'enfant, le dernier enfant de la fratrie. Là, on le voit 2 scènes. Dewey, lui, il est tout le temps en visioconférence, mais il y a une histoire avec l'acteur, je ne vais pas en parler, sinon ça serait trop long. Mais je trouve que les intrigues sont souvent prétextes à certains caméos, et c'est assez frustrant. Ils auraient franchement mieux fait de faire 2-3 épisodes de plus. C'est pas rédhibitoire, mais ça m'a quand même laissé un goût d'inachevé. Ok. Après, il y a quand même une sincérité dans cette mini-série qui touche, c'est qu'elle ne cherche pas à être parfaite, elle cherche à être juste. Et souvent, elle y parvient. Le dernier épisode en particulier est riche en émotions. Elle tombe pas non plus dans le pâteau. Ça parvient à conclure l'histoire avec une belle justesse. Je dois l'avouer, j'ai versé ma petite larme vers la fin. Pas seulement par nostalgie, mais parce que la série réussit à toucher quelque chose de profondément humain. Elle parle du temps qui passe, des rêves qui changent, des relations qui évoluent. Et elle nous rappelle que malgré tout, certaines choses restent immuables. Et je trouve que c'est un beau message au final. Complètement. Je vais conclure, Malcolm, rien n'a changé, est une réussite imparfaite mais sincère. Elle ne révolutionne pas la série originale, elle lui rend hommage avec intelligence et sensibilité. Elle prouve que certaines histoires méritent d'être revisitées à condition de le faire avec respect et authenticité. 4 épisodes, c'est vraiment trop court, mais c'est peut-être aussi ce qui rend cette expérience si précieuse. C'est une parenthèse, un retour inattendu, un dernier regard sur une famille qu'on n'avait jamais vraiment quittée au final. Et ça, je trouve que c'est un des plus bels hommages qu'on pourrait lui rendre. Eh bien écoute, merci beaucoup mon cher Kira. En effet, ça rejoint un petit peu toute la notion dont on parlait d'héritage, de cycle, de continuité. T'as vu, sans vouloir, on sait... Ouais, c'est pas mal. Fallait le faire quand même. Le rapport entre Castlevania et Malcolm, il n'y a que dans la taverne que ça existe. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Est-ce que tu as du petit big up pour conclure cette émission, Kira ?
Alors oui, on a eu un formulaire qui est arrivé sur la boîte mail. Attends, Hier. je l'ai noté, il faut que je le retrouve. Oui, il est arrivé hier. Je l'ai si tu veux, c'est Yann. Vas-y, je te laisse le faire dans ces cas-là, c'est Yann, tout à fait. Yann qui nous dit « Salut les taverniers, je vous suis depuis le début, j'écoute tous les lundis, matin en allant travailler, c'est son petit péché mignon et il espère que ça va durer encore longtemps. » Bon bah écoute... merci beaucoup Yann, c'est adorable. Nous le souhaitons aussi, c'est adorable. Il y a Laurane 1412 qui nous a mis 5 étoiles, qui nous mixe. C'est une émission bien structurée, elle adore ce que l'on fait, donc merci. Enfin, cette personne adore ce que l'on fait. Et Neko Manu qui nous a mis 5 étoiles, très bon podcast, fait par des passionnés. Il nous souhaite un max de réussite. Merci beaucoup. Donc vous le savez. Merci à toi. Pour passer dans l'émission, Kira, c'est le formulaire. Vous êtes sûr de passer. Et les 5 étoiles accompagnées d'un commentaire. Et voilà. Voilà, les 5 étoiles commentaires, c'est en fonction du temps qu'on a en fin d'émission, parce que des fois, on est très bavard. C'est pour ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te laisse le mot de la fin, Kira. Après t'être mis un petit peu de ta chronique, je te laisse conclure tranquillement cette émission. Eh ben, merci à toi déjà pour cette émission. Merci à vous tous pour les retours adorables et pour de nous écouter au quotidien. C'est vrai que mine de rien, on entame la 4e année, 5e. On va entamer la saison 5 en septembre. Ouais, on entame la saison 5 en septembre, donc on est dans la saison 4 et mine de rien, ça commence à faire. Du coup, forcément, jouez à des jeux vidéo, des jeux qui vous plaisent, allez voir des films, écouter de la musique, regardez des séries télé également. Pourquoi pas Malcolm Rien Inchangé ou faire du rétro gaming avec Castlevania. Ça serait l'occasion. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous êtes d'accord ou pas, parce que j'ai vu que sur Malcolm, c'est très clivant. Il y a des gens qui sont déçus, qui crient au wokisme, d'autres personnes qui vont dire que c'est trop bien. Donc n'hésitez pas, nous on est preneurs de tous les commentaires, donc ça reste dans la bienveillance, ça c'est important. T'as raison. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine. Ciao. Ciao.